facturation, on le sait, ça va être un sujet hyper important et impactant sur les prochains mois qui arrivent, le temps de se préparer à tout ça. Donc c'était essentiel pour nous de pouvoir mettre à disposition cet amphithéâtre. Merci d'être là. Nous, on est toujours ravis d'accueillir l'UPE dans nos murs. C'est extrêmement important. Je le disais à quelques-uns, c'est un outil qu'on met à disposition des entreprises, mais également des structures qui investissent sur notre territoire. Cet après-midi, nous accueillons par exemple le Capital Filles, qui est une structure qui accompagne les jeunes filles des quartiers défavorisés qui recherchent quelque part leur voie dans un environnement qui parfois, du monde de l'éducation nationale, n'est pas toujours très clair. Donc on essaie de leur mettre à disposition des mentors pour qu'elles puissent élaborer un parcours. Voilà, donc ces mots simplement pour vous dire bienvenue dans cette maison et puis passer une agréable journée. Les équipes sont là également pour vous accompagner si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Je ne serai pas plus longue, je passe la parole à Philippe Corsia pour ouvrir officiellement ce moment. Voilà. Madame la directrice régionale des finances publiques, chère Catherine, Madame la directrice régionale de la BPNL vient de partir, chère Sabine, Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver ici, surtout sur un sujet aussi important que ce que nous allons évoquer tout à l'heure. Pourquoi important? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la TVA, c'est 30% de recettes fiscales de l'État, donc c'est un sujet important pour nous, mais très très important pour l'État. Donc ils mettront tout en œuvre, évidemment, pour bien réussir cette migration, parce que c'est un vrai changement. Imaginez, vous, chef d'entreprise, entrepreneur, quand vous décidez de changer votre business model pour encaisser l'argent de vos clients. Donc c'est important de bien le préparer, c'est important de bien comprendre ce qu'il en résulte derrière, et c'est aussi très important d'accompagner ce mouvement. Parce qu'il est nécessaire d'accompagner ce mouvement pour pouvoir avoir des finances d'État saines et de pouvoir ensuite financer les différents projets qui peuvent être impactants pour nous, monde économique. Alors évidemment, cette réforme peut faire peur, cette réforme peut inquiéter certains, elle sera faite de façon, comment vous dire, de façon progressive entre 2024, 2025 et 2026, avec évidemment tout au long de ces 3 années des améliorations que nous souhaitons. Alors il y a des questions qui se posent actuellement sur cette TVA qui va être encaissée de façon différente. Le modèle, et il sera très bien expliqué par nos intervenants, et je remercie Grant Thornton de nous accompagner dans cette démarche, va être en fait, j'allais dire, prélèvement à la source, mais ce n'est pas le cas. En fait, la TVA va être directement, les factures des clients vont être directement mises sur un site, et ce site va permettre de contrôler le bon encaissement de la TVA. Et la question que j'ai posée tout à l'heure à Madame Brigand, c'est est-ce que cette TVA que nous allons collecter pour nos clients, c'est-à-dire les 20%, je donne un exemple très simple, vous avez une facture à 5 000 € hors TVA, elle est à 6 000 €, donc vous avez 1 000 € de TVA. Est-ce que cette TVA va être retenue immédiatement pour les entreprises ou elle va continuer à rester dans les comptes de l'entreprise pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, suivant le statut que vous avez? Et c'est important parce que même si ce n'est pas fondamental de bien comprendre qu'elle soit nécessaire au financement du BFR, mais cette TVA, pour de nombreuses entreprises, pour les TPE et PME, sert aussi à passer des moments compliqués. Et si elle est prise immédiatement à la source, ça fait 20% de trésorerie en moins pour les entreprises. Donc c'est un sujet impactant pour les entrepreneurs, pour les entreprises, et c'est pour ça que toutes ces questions vont être évoquées ici. Je remercie vraiment Madame Brigand d'être parmi nous, l'UPE 13, avec le MEDEF, nous sommes très sensibles à toutes ces réformes. C'est une réforme structurante pour le monde économique, donc il était nécessaire que nous soyons là pour mieux comprendre et pour mieux saisir les enjeux. Mais je vous le répète, avec près de 30% des recettes fiscales engendrées par cette TVA, il est normal que l'État et les finances publiques, et on a des discussions au plus haut sommet, puisque
le MEDEF est en train de travailler avec le ministre Le Maire sur cette bonne passation de factures, entre guillemets. Donc sachez que nous accompagnons ce mouvement et nous serons là aussi pour accompagner, comme nous le faisons toujours, les entreprises et les entrepreneurs. Donc merci beaucoup d'être là pour écouter ça. Merci beaucoup Madame Brigand d'être là en personne pour nous expliquer ce nouveau mode de fonctionnement. Et si vous souhaitez, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis là ou non? Là-bas? Tout ça est improvisé. J'ai pas compris. Allez-y, dites un mot de bienvenue après. Ah, si c'est un mot de bienvenue, c'est Oui. bien volontiers. Bon, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là et d'avoir répondu à l'invitation du président Corsia. Donc, je vous salue tous chaleureusement. Je suis aussi ravie de pouvoir partager ce moment avec le cabinet Grant Thornton qui va vous donner des aspects et des réponses encore plus pratico-pratiques que ce que j'ai prévu de faire ce matin avec vous. Alors, vous avez posé des questions, Monsieur le Président Corsia, qui sont effectivement très légitimes. À date et au moment où je vous parle, la réforme envisagée, c'est une réforme de facturation. Ce n'est pas une réforme qui modifie les circuits de trésorerie. Avec un bémol malgré tout, c'est que, comme vous le savez aussi bien que moi, l'exigibilité pour les prestations de services étant l'encaissement, il y a de toute façon quelque chose qui va se passer dès encaissement des factures qui n'a pas changé. Donc ça, je le dis tout de suite, le mode de facturation électronique ou papier ne modifie pas pour l'instant à date les modalités, les critères d'exigibilité qui sont attachés à la livraison de biens, pour les livraisons de biens corporels, etc., et la prestation de services sur l'exigibilité dès le paiement. Mais enfin, votre question est légitime. Je souligne que l'enjeu de la réforme, on va y revenir, on va le répéter, il est de votre côté, vous, entreprise, mais il est également de notre côté, nous, administration des finances publiques. Je m'en voudrais de ne pas évoquer notamment ce matin devant vous, mais je n'en parlerai pas systématiquement pour ne pas agacer ni lasser. Nous sommes bien sûr en ce moment tout particulièrement attachés à expliciter le plan de lutte contre la fraude fiscale. Vous avez entendu récemment notre ministre délégué Gabriel Attal développer tout ceci. Et un des axes fondamentaux, bien sûr, c'est la TVA. Donc tout ce qui est mis en place en matière de facturation électronique par le biais de la mise en œuvre de la directive européenne, ça n'est pas simplement la facturation électronique avec la mise en place des transmissions aux plateformes dont on va parler, mais c'est également tout ce qui est mis en place en matière de e-reporting, c'est-à-dire la possibilité pour nous, administration, par cette dématérialisation, d'avoir immédiatement l'information et pouvoir faire des recoupements en matière de TVA. Donc je pense que ça, vous ne devez pas le voir de façon, comment dirais-je, coercitive, mais au contraire dans le cadre d'une bonne démarche de favoriser la concurrence loyale entre les entreprises. Moi, je fais partie des fonctionnaires qui considèrent que la fraude n'est pas un exercice français national, mais qu'elle existe, mais qu'en revanche, il y a énormément d'usagers, qu'ils soient entreprises, collectivités locales ou particuliers, qui respectent complètement les règles. Et en réalité, la fraude, non seulement prive l'État de ressources budgétaires conséquentes, dont il est absolument impossible pour l'instant d'en déterminer le réel montant, mais qui est évalué comme elle est évaluée en ce moment par tout ce que vous pouvez lire. Mais il est clair que la fraude existe, et il est clair que, indépendamment, comme je le disais, des aspects budgétaires, cette fraude crée et met à mal les règles de concurrence loyale. Donc nous sommes très attachés à la mise en place de cette facturation électronique pour que les entreprises françaises entrent dans le mouvement international de modernité. Je sais que d'autres interlocuteurs vont l'évoquer, mais ce n'est pas un scoop français. Et il y a d'autres pays, et non des moindres, il y a l'Italie pour lequel ça existe déjà depuis un moment, mais également en Amérique latine. Là, ça fait presque deux décennies que des choses encore plus modernes sont mises en place dans des pays où on n'a pas tendance à considérer de notre fenêtre qui sont à la pointe de la modernité, ce qui est donc complètement faux. Donc nous, il est temps de se mettre dans ce train de modernité, mais pour autant, il faut y aller sereinement, gentiment, et là où le président Corsia a bien sûr raison, c'est que les institutions qui représentent les entreprises, qui sont leur porte-voix, sont bien sûr associés et sont tout à fait désireux d'être en soutien. Il est clair qu'un des rôles majeurs de l'administration des finances publiques est d'accompagner les entreprises dans ce mouvement. Et
si je suis là ce matin, c'est bien sûr pour incarner cette volonté d'être en soutien et en appui, par le biais bien sûr de mes services. Vous connaissez tous le service des impôts des entreprises. Ce sera l'interlocuteur privilégié pour, dans un premier temps, aider et expliciter la réforme, sachant que nous, en interne, mais également en communication, j'ai mon chargé, mon référent de facturation électronique qui est là, M. Franck Lafargue, qui est également l'interlocuteur des petites et moyennes entreprises pour le département des Bouches-du-Rhône en matière fiscale. Donc, on est là en soutien, on est là pour vous accompagner. On a encore du temps, même s'il faut s'y préparer, parce que, à raison, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Et il est clair également que nous aurons à cœur de faire remonter dans les meilleurs délais toutes les difficultés que les entreprises rencontreraient dans la mise en œuvre de cette réglementation nouvelle. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je ne vais pas commencer l'exposé maintenant, mais sachez que vous avez la chance ce matin d'avoir notamment donc, des praticiens, ce que je ne suis plus depuis quelque temps hélas, mais des praticiens de la TVA qui vous guideront et qui vous expliciteront un petit peu plus. Mais je tenais à renouveler mon vœu et mon souhait de ne pas vous laisser partir en ayant le sentiment que cette réforme dégringole, déboule, si j'ose dire, sans préparation. On est en mai 2023, la première échéance c'est le 1er juillet 2024. C'est vrai que on est juste à temps pour commencer à en parler et à s'y préparer, mais voilà, il est temps, mais en même temps on n'est pas en retard. Donc tout va bien. Et la question que vous avez posée, Monsieur le Président, était certainement dans le paysage à Paris, mais elle n'est pas à l'ordre du jour en local, ce qui déjà en soi... Je ne la mettais pas. Non, je ne la mettrai... moi, je vais peut-être vous choquer énormément, mais vous savez, moi je fais partie de l'exécutif, donc l'exécutif, ça exécute. Je sais bien que ça choque beaucoup par moment. C'est comment un fonctionnaire obéit? Bah oui. C'est un peu constitutionnel, mais quelquefois c'est perdu de vue. Donc je n'ai pas à moi à susciter des interrogations qui n'ont pas lieu d'être, mais si les choses étaient déjà un petit peu maturées, on en aurait entendu parler. Pour l'instant, step by step, et on verra comment les choses se passent. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a besoin d'argent, ça c'est avec plus de 3 000 milliards de déficit budgétaire, je crois qu'on va commencer par faire d'autres mesures que d'aller voir comment se passe les trésoreries des PME et TPE. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci pour votre écoute. Avec les secteurs publics, vous savez que pour concourir notamment à des marchés publics, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent aller sur la plateforme de passation des commandes marchés publics et le faire de manière dématérialisée par le portail Chorus Pro, dont on aura d'ailleurs à reparler tout à l'heure. Donc en fait, déjà les relations des entreprises avec le secteur public s'inscrivent dans ce mouvement, mais désormais, dans ce qu'on dit de manière très technocratique, dans le B2B, ça va prendre toute sa place. Alors, ce changement de facturation intervient notamment, comme je vous l'ai dit, dans la sphère B2B, parce que l'enjeu, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Il est clair que tout cela n'est pas uniquement fait pour dématérialiser la facture en tant que telle, c'est également fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir collationner l'ensemble des informations véhiculées par la facture, dont l'obligation de rédaction de l'article 289 du Code général des impôts est grandement guidée, grandement fondée par est-ce que je dois ou pas de la TVA. Voilà, je fais de la généralisation de TVA très grossière. Et cette démarche, les objectifs de cette démarche, c'est tout d'abord de renforcer, comme je l'ai dit un peu sommairement tout à l'heure, la compétitivité des entreprises, puisque il a été calculé dans l'exposé, dans la préparation de la loi qui a introduit les dispositions de la directive, il a été calculé le gain que pouvait obtenir une entreprise en passant par la dématérialisation. C'est quand même assez substantiel puisque je crois qu'une facture, alors je parle de mémoire parce que je n'ai pas retrouvé exactement le chiffre, mais enfin c'est entre 2 et 3 euros le coût d'une facture quand on met tout bout à bout, évidemment en intégrant aussi les éléments de rémunération des gens qui travaillent, que ce soit dans le service des achats ou dans le service de la compta et dans le service fournisseur. Donc des gains de compétitivité, comme à chaque fois d'ailleurs on passe dans une dématérialisation. C'est également, et là c'est là où c'est simplifier les obligations déclaratives des entreprises grâce au pré-remplissage de la déclaration.
Et comme je l'ai dit également, c'est lutter contre la fraude fiscale. Et comme vous le savez sans doute, la TVA, bon, monsieur Lermé le savait quand il l'a introduite, Lauré a créé la TVA, mais nous avions chez nous un fiscaliste de haut vol à la direction de la législation fiscale qui était un certain monsieur Lermé, et on a toujours eu cette expression, la TVA c'est un chèque sur le trésor. Vous savez comme moi que le droit à déduction étant quelque chose qui est de droit, avant de le mettre en cause, l'entreprise peut l'exercer. Donc, pour nous, l'enjeu de la facturation électronique, c'est bien sûr également, pour favoriser et maintenir la concurrence loyale, c'est de lutter contre la fraude. Et puis, bon, le e-reporting, je l'ai expliqué, c'est la deuxième jambe en fait de cette réforme. Il y a la facturation électronique, mais le e-reporting ne doit pas être perdu de vue. Et voilà ce que je voulais que vous regardiez, somme toute assez rapidement. Quand je disais tout à l'heure que c'était un mouvement qui venait de loin, c'est un mouvement qui vient en fait depuis quelques années, depuis les années 90, avec une grande séquence qui était, mais ça va vous peut-être un petit peu laissé de marbre, c'est le virage des années 2010, puisque dès les années 2010, en fait, nous étions déjà dans la recherche de la facturation électronique, puisqu'il y avait eu une directive en 2006 qui avait introduit la possibilité de dématérialiser les factures, et moi-même j'avais travaillé sur ces sujets-là en allant négocier la directive à Bruxelles, et c'était pas sans prendre en compte et sans comprendre qu'à l'époque ça avait suscité pas mal de difficultés, notamment pour les banques, dont j'avais découvert, puisque nous sommes ici, dont j'avais découvert que pour changer leur chaîne informatique, il fallait presque 2 ans à 3 ans. Donc vous voyez, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille à l'époque. Et ça fait également sens quand on comprend que depuis, on a pris un petit peu de temps pour continuer à avancer sur le sujet. L'autre grand virage, bien sûr, c'est dans les relations avec les autorités publiques, qu'elles soient locales ou nationales. C'est donc la facturation électronique avec, comme je le disais tout à l'heure, la relation avec Chorus Pro. Tout ça étant tout à fait, là aussi, le fruit d'une évolution technologique conséquente et le travail avec l'AIFE. Je pense que vous avez entendu parler de cette agence qui est en fait l'agence technologique qui porte le process, le logiciel SAP, et qui nous a permis d'avoir notamment la comptabilité de l'État portée et modernisée dans le progiciel SAP qui s'appelle Chorus, qui a été donc décliné à la mode franco-française, mais qui est en fait un pur produit SAP, avec des adaptations, heureusement, pour notre fiscalité. Et puis donc maintenant, eh bien écoutez, avec un virage là aussi, depuis le 1er janvier 2020, avec, comme je le disais, les dématérialisations et attestations des administrations publiques, c'est un réel virage. Maintenant, on réfléchit et on va agir dans le cadre des entreprises et du B2B, avec la facturation électronique et la mise en place par étapes de cette facturation électronique. Alors, puisqu'on aime bien fonder les réformes en rappelant les textes en vigueur, d'ailleurs c'est toujours intéressant d'aller les relire parce que c'est assez riche d'enseignements, et notamment les exposés des motifs. Je vous dis ça parce que l'article de la loi de finances rectificative pour 2022 a un exposé des motifs assez conséquent, mais qui en réalité est également très complet. Donc ce que l'on va vous présenter aujourd'hui découle bien sûr de cette loi de finances rectificative, mais également du décret et de l'arrêté du même jour du 7 octobre 2022, et c'est ce que nous allons maintenant décliner de manière plus pratico-pratique. Bon, alors pour faire très simple et très schématique, quelles sont les entités, alors on va dire les entreprises, ça c'est très techno ça, les entités, quelles sont les entreprises concernées par la réforme? Tout simplement, comme c'est une réforme attachée à la problématique de la TVA, de façon très schématique, on va se dire que ça concerne toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA. Donc ça veut dire que les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et quelle que soit leur forme juridique, vont être concernées. Avec deux précisions, sont concernées celles des entreprises qui ne payent pas la TVA, non pas parce qu'elles ne sont pas soumises à la TVA, mais parce qu'elles ne sont pas dans le périmètre des entreprises qui doivent la payer. Ce sont les entreprises dites exonérées de TVA, c'est-à-dire celles qui sont passibles de la franchise en base, dont on peut bien sûr
considérer qu'elles sont concernées au premier chef. Alors, les entreprises bénéficiant de la franchise en base, vous savez aussi comme moi qu'elles peuvent y renoncer, mais si elles sont en franchise de base, elles font quand même partie du périmètre des entreprises concernées par la réforme. Et puis également les entreprises étrangères, dès lors qu'elles sont établies en France, puisqu'on peut considérer qu'une entreprise étrangère, là je fais de la fiscalité, non pas pour les nuls, parce que ce serait méchant, quoique il n'y a pas de but de ne pas être des pros de la fiscalité, puisque tout s'apprend, mais je fais de la fiscalité vraiment de base. En fait, les entreprises étrangères qui sont établies en France, le mot établi est important, elles sont toujours assimilées et considérées comme des entreprises françaises. Voilà, si on retient ça, c'est déjà pas mal, et ça évite bien des erreurs. Établies, c'est qu'elles ont... Établies, c'est-à-dire qu'elles sont immatriculées au registre du commerce, c'est-à-dire aussi qu'elles soient établies parce que l'ensemble de leurs intérêts et de leur activité économique existe en France. Ce qui est d'ailleurs un grand débat pour certaines entreprises. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, je serai intarissable. C'est à savoir quelle est une entreprise étrangère établie en France, avec les établissements stables ou pas stables, etc. C'est un vrai bonheur. Alors, les entités publiques, traduire les personnes morales de droit public, sont également concernées, elles aussi, dès lors qu'elles sont soumises à la TVA, surtout ou partie d'ailleurs de leurs activités. Attention, il y a des associations, il y a des collectivités qui, bien sûr, ne sont pas soumises à la TVA sur l'ensemble de leurs activités, forcément, puisqu'elles sont entités publiques, mais elles ont des secteurs dits distincts et elles sont quand même assujetties à la TVA, voire assujetties et soumises à la TVA, donc elles sont concernées. Et pas de modification des régimes de la franchise en base, bah oui, puisque c'est une réforme de la facturation, on va le répéter plusieurs fois ce matin, ni sur le régime des micro-entrepreneurs, bah oui, puisque c'est pas une modification du régime déclaratif, mais c'est une modification du régime de la facturation. Alors là, j'ai laissé ce schéma qui me semble... J'espère que vous aurez le PowerPoint, non, à disposition, je ne sais pas. Oui. Ouais. Alors ça, c'est une bonne anti-sèche. Alors à l'écran, c'est peut-être assez imbuvable. Je ne mesure pas l'effet visuel. Mais ça a une vertu cardinale à mes yeux. C'est que l'axe temporel est clair et les obligations sont très bien faites. C'est-à-dire qu'on a mixé l'axe temporel, la taille des entreprises concernées et les obligations. Le vrai enjeu, il est dès le 1er juillet 2024, et c'est ça qui pose interrogation et qui nécessite que l'on soit tous concernés par la réforme pour l'expliquer. Que ce soit moi, que ce soit l'UPE 13 ou que ce soit les cabinets de conseil. C'est que dès le 1er juillet 2024, non seulement les très grandes entreprises, elles, vont être tenues d'émettre les factures, mais surtout l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, qui vont recevoir les factures, devront être en capacité d'avoir leur logiciel et d'avoir la possibilité d'aller sur ces fameuses... récupérer les informations via la plateforme, elles vont être dans l'obligation de recevoir ces factures sous le mode électronique. Donc vous voyez que quand on commence à dire le 1er juillet 2024, ça ne concerne que les grandes entreprises, les très grandes entreprises, c'est vrai, mais c'est faux aussi. On fait du en même temps, y compris en matière fiscale. Parce que l'émission et la réception sont des choses différentes, mais la réception, c'est dès le 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises et donc ipso facto aussi pour toutes les collectivités publiques. Ça, je dois dire qu'il va falloir communiquer, et c'est pas une mince affaire. Ensuite, bon, bah, vous savez lire comme moi, hein, je ne vais pas faire la redite, 1er janvier 2025, 1er janvier 2026. Et donc, en 2026, tout le monde doit être en capacité d'émettre et donc de recevoir également des factures sous modèle électronique, avec à chaque fois, et j'ai tenu, et je remercie celles qui ont participé à la rédaction de ce PowerPoint de bien l'avoir mis, c'est de voir également les obligations en parallèle de e-reporting. Parce qu'aujourd'hui, on consacre notre présentation à la facturation électronique, mais je vous demande de vous rappeler que la deuxième jambe de la réforme, c'est le e-reporting. Pas de panique, ça se fait en même temps, mais vous voyez que là, en revanche, le 1er juillet 2024, ce qui vous importe, c'est le e-invoicing, en bon français, donc la facturation électronique. Et que le e-reporting, en revanche, lui se décline selon la même temporalité que l'obligation de réception, d'émission des factures. Donc, juste une question. Mais pas de problème, cher Président. La TVA des nuls. Voilà, là je me méfie, parce que quand M. Corsia dit la TVA des nuls... Une PME travaille avec Airbus. Elle travaille avec eux. Oui.
Facture de Déjà, je la félicite. C'est très bien. Facture de 100 000 euros. 20 000 euros de TVA. Elle n'est pas obligatoirement besoin d'aller dans la réforme, parce qu'elle va rentrer dans la réforme complètement en 2026. Bah, non, tout à Quel est fait. l'impact pour elle au 1er juillet 2024 de cette réforme? Ben, rien pour l'instant. Rien. Ben non. Sauf si elle est avec Airbus dans le cadre d'un contrat de marché public, Oui. et que du coup, dans ces cas-là, elle a dû se mettre sur la position de la plateforme publique et pas la Chorus. Mais enfin, je vois pas pourquoi, avec Airbus, qui est un GIE de droit privé, il y aurait un marché de droit Aucun public. impact pour ces entreprises. Aucun impact. Vraiment, il faut se marteler ça. Il faut vraiment réfléchir à ne pas se mettre en difficulté. Mais en réalité, aucun impact en émission. Mais cette petite entreprise, avec d'autres partenaires, puisque là, elle est fournisseur, donc elle ne va pas recevoir des factures, c'est elle qui va les émettre. Mais cette même petite entreprise, et c'est là où il y a la deuxième partie de la question qui n'est pas posée, mais c'est que cette même petite entreprise, si elle travaille dans le cadre du B2B avec d'autres entreprises qui, elles, sont obligées d'émettre, elle doit être en capacité de pouvoir réceptionner. Autrement dit, au 1er juillet 2024, les petites et moyennes entreprises qui travaillent avec très grandes entreprises, c'est l'intersection, doivent être en capacité de recevoir ces factures électroniques. Parce que pour recevoir des factures électroniques, il faut que les interlocuteurs aient été dans l'obligation de les émettre. Je ne sais pas si je suis claire. C'est clair? C'est fondamental. Donc, il y a deux solutions. Ou on dit aux PME, TPE de ne plus jamais travailler jusqu'en 2026 avec les très grandes entreprises. C'est un choix économique très hasardeux, et je ne le recommande pas. Soit on se dit, au cas où, je ne me prive pas d'une chance, et je me mets en capacité de recevoir des factures électroniques, quand bien même à date, c'est-à-dire au 1er juillet 2024, je ne suis pas en train de travailler avec une très très grande entreprise. Pas de coût pour les entreprises d'aller vers ce système de TPE. Pardon? Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas un coût pour rentrer dans le système. Il n'y a pas un coût. Ah bah si, il y a les mises à niveau des logiciels. Ces charmantes dames qui m'accompagnent vont pouvoir vous dire qu'il y a quand même un coût. Je savais. Où est-ce que vous avez vu, ça c'est ma phrase favorite, où est-ce que vous avez vu que quelque chose était gratuit dans ce bas monde? Je parle en matière fiscale. J'allais vous dire. Non, nous sommes ici pour parler fiscalité. Bien sûr. D'abord, on a horreur de l'acte gratuit, enfin ça existe quand même, heureusement, mais nous avons une forte suspicion dès lors qu'on nous dit mais non, tout ça est gratuit. Rien n'est gratuit, il y a un coût. Après, on peut choisir de ne pas l'imposer, mais en matière fiscale, la gratuité, comment vous dire? Voilà, ça nous retourne les plumes. C'est pas que ça n'existe pas, ça peut exister, mais c'est très encadré. Voilà. Je ne vais pas vous faire un laïus sur les dons avec les limites de TVA, etc. On va perdre l'auditoire. Alors, sur cette slide, pour parler français, vous avez la présentation de la réforme dans ces deux aspects. La facturation électronique d'une part, et ce fameux e-reporting d'autre part, qui en fait se retrouve ensemble pour être véhiculé sur les plateformes. Je pense que vous aurez l'occasion de bien le rappeler. Alors la facturation électronique, je vous ai parlé de B2B, qui est l'expression que l'on emploie depuis 1993 en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, pour expliquer que ce sont des relations entre assujettis. On va focaliser, c'est que la facturation électronique, elle est entre B2B, mais entre assujettis qui sont réellement soumis à la TVA. Et donc vous avez ici, dans cette slide, une explication, c'est que l'obligation de facturation, c'est pour les transactions dites domestiques, bon, ça veut dire franco-françaises, réalisées entre assujettis, comprendre je dois de la TVA, mais que les exonérations, ce sont justement celles de ces transactions qui ne sont pas réellement soumises à la TVA. Donc, après une grande interrogation qui m'a agitée pendant plusieurs semaines, j'ai bien relu tous les textes et la facturation électronique, mais là je vais me faire un plaisir de poser une question à nos partenaires de Grant Thornton. L'obligation de facturation électronique n'existe pas pour celles des entreprises qui relèvent des articles 261 à 261 grand E du Code général des impôts, c'est-à-dire celles qui sont notamment dans l'enseignement, la Fort Pro, etc. Mais ça concerne également celles des entreprises qui sont liées à des transactions liées à un marché de défense ou de sécurité au sens du Code de la commande publique.
Bon, ça on peut oublier, je crois, mais c'est quand même, dans le département, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent pour le secteur de la défense. Je ne dirai pas plus, donc ça peut quand même, c'est une exception qu'il fallait bien avoir en tête. La question que je pose à mes camarades de jeu de ce matin, que je poserai volontiers à d'autres, c'est que j'aimerais bien savoir comment du coup ça va se passer pour respecter pour autant le code de commerce qui oblige à facturer entre assujettis. Puisque je rappelle qu'un exonéré, c'est un assujetti. Donc j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Je n'ai pas trouvé la réponse. Le e-reporting est en face. Le e-reporting, c'est comme je vous l'ai dit, la deuxième jambe. Et là, c'est l'obligation de transmission électronique. Et tout ça se fait avec le même vecteur. En réalité, c'est nous, sur les plateformes, qui allons récupérer les informations et ils vont nous permettre de faire des croisements de fichiers. Vous savez qu'on adore faire ça, même si la CNIL nous l'interdit fortement. Mais du moment qu'on l'a demandé et qu'on l'a déclaré, on peut le faire. Et là, ça va nous permettre de fiabiliser, de sécuriser et d'avoir une bonne connaissance. Et c'est là où je peux comprendre votre interrogation, hein, qui est de dire, mais n'allez-vous pas en profiter, Madame Finances Publiques, pour aller prélever immédiatement la TVA qu'on aura déclarée, puisque vous aurez tout, vous aurez toutes les informations. Ça peut être tentant, je pense, mais moi, jusqu'à présent, j'y avais pas... Non, mais là, vous avez eu tort, parce que l'ancien chef de bureau de la TVA, de la DLF que j'ai été, c'est très tentant. J'en parlais à Marie-Pascale Anthony, mais je pense qu'on va être tout à fait d'accord toutes les deux, puisque c'est une ancienne de la TVA aussi, mais c'était au siècle dernier. En tout cas, c'est pas le moment, et je vous rappelle que c'est une réforme de la facturation, donc laissons les choses déjà se mettre en place pour la facturation. On verra après si l'état de nos finances commandait que l'on réussisse dans la matière professionnelle ce que nous avons réussi en matière de particuliers, c'est-à-dire ce fameux prélèvement à la source. Sont exonérés, entre guillemets exonérés, c'est un mot que j'aurais pas dû, sont dispensés de ce e-reporting, celles qui relèvent de l'article 413.9 du Code pénal pour la cause de confidentialité, etc. Donc c'est tout ce qui est classifié prestations en lien avec le secteur de la défense, et puis les importations, et puis ce qui concerne également ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire avec une personne non assujettie, c'est-à-dire une entreprise, vous et moi. Alors, avec une exclusion toujours la même, lorsqu'on est face au guichet, là, le OSS, non pas 117, mais VAT. Et ça, effectivement, il va bien falloir quand même l'expliquer, parce que c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire la coexistence du e-reporting avec le fameux guichet de déclaration pour les non-assujettis, le one-stop shop. Il va falloir être très très pédago pour que les gens comprennent qu'ils n'ont pas forcément, ils sont pas concernés par le reporting. Enfin ça, on atteint déjà des sphères de complexité qui sont pas le lieu de ce matin. Alors les caractéristiques de la facturation électronique, bon, sans surprise, retenez que la facturation... C'est vous? Alors, moi on m'a mis CB. Alors, on va régler ça. C'est bien. Ça me permet de me reposer. En plus, je vais vous dire, je voulais... Non, mais j'ai toujours posé ma question. Hein, ma question, elle est répondante. Hein. Je vous répondrai. Voilà. Parce que on n'en parle jamais. Alors, j'ai la réponse parce que j'ai téléphoné. Mais c'est vrai que, malgré tout, c'est quand même quelque chose d'important, puisque le code de commerce oblige. Voilà. Voilà, donc, exactement. Donc ça, c'est important de bien le mettre en exergue. Alors, les caractéristiques de la facture électronique. Je passe la parole à nos techniciennes. Ce n'est pas péjoratif, hein, techniciens, c'est au contraire des praticiens techniciens. Et elles vont tout vous expliquer. Donc bonjour à tous. Donc on va parler maintenant de la facture électronique, comment se présente la facture électronique et comment on peut la caractériser. Donc vous avez bien compris, ça a très bien été expliqué par Madame Brigand, la réforme de la facturation électronique, elle se décompose en deux éléments. La transmission de la facture par voie électronique, ce qu'on appelle le e-invoicing, et la transmission des données de transaction, voire des données de paiement quand on est en prestation de service, ce qui s'appelle le e-invoicing. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut tout de même rappeler ce qu'est une facture électronique au sens fiscal du terme. Alors, une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée. Ça, vous vous en doutez. Et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée.
Donc demain, cette facture, elle sera adressée au client, soit par le portail public de facturation, dénommé PPF, soit via une PDP, donc plateforme partenaire de dématérialisation, que l'entreprise aura choisie. Alors, en matière de facture électronique, il y a 3 formats qui seront admis par l'administration fiscale. Donc ça, c'est un petit peu plus technique. Ce sont les formats XML UBL, XML C2I et la facture X, qui est un format mixte. Donc dans les textes, il nous a bien été indiqué que ce sont seuls ces 3 formats qui seront admis dans le cadre de la transmission de la facture par voie électronique. En revanche, pour permettre aux entreprises d'avoir le temps de rentrer dans la réforme, il a clairement été indiqué que jusqu'au 31 décembre 2027 seraient admis les formats PDF, donc PDF simple, à charge pour les plateformes, donc que ce soit la PPF ou que ce soit les plateformes partenaires de démat, de transformer ces factures qui sont en PDP simple en un des 3 formats autorisés par les textes et par l'administration fiscale. Donc vous l'aurez compris, demain, donc à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 1er janvier 2026, demain, une facture, vous ne pourrez plus envoyer, vous, en tant qu'entreprise, une facture directement à votre client. Elle passera soit par la PPF si vous avez décidé de ne pas choisir une PDP, soit par votre PDP qui transmettra à la PDP de votre client, laquelle transmettra au client. Mais il n'y aura plus d'échange direct de facture entre vous, entreprise, et votre client. Tout passera via les plateformes. Est-ce que c'est clair? Après, il y aura une question dans vos slides. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on peut poser les questions maintenant? C'est mieux? Ok. Alors, on prend les questions. Oui. Comment voyez-vous l'envoi des données qui ne sont pas transmises par la PPF? Typiquement, la PPF, on met en tête de page et taux de TVA, puisque c'est la première base obligatoire. Mais dans les données de facture, comme moi je suis un client qui reçoit une facture fournisseur, j'ai besoin des lignes de facture pour pouvoir mettre en comptabilité, analytique, etc. Comment je vais transmettre ces informations à mon client si je ne les ai pas transmises par la PPF? Alors, tout dépend si vous rentrez dans le e-invoicing ou pas. Si vous rentrez dans le invoicing, toutes ces données de transaction, donc les champs de la facture, vous serez également obligé de les transmettre à l'administration, soit directement via la PPF, soit via une PDP que vous aurez choisie. Pas les lignes de facture. Si, des informations qui sont sur la facture. Les données de transaction. Quand je vends un produit, je vends une boîte de petits pois, j'en vends 10 à 10 € et une boîte de cornichons 15 à 20 €. Ces informations-là ne sont pas transmises à la PPF aujourd'hui. Alors, il y aura... Voilà, demain, alors, soit vous rentrez dans... Si vous êtes en B2B, assujetti à la TVA, transaction soumise à la TVA française, c'est la facture qui sera transmise. En UBL, c'est que du flux EDI. Donc, je peux transmettre que le flux EDI en tête pied de page dans ce cas. Alors, monsieur, c'est une très très bonne question. Parce que, en fait, ce que vous posez comme question, c'est le distinguo entre maintenant et ce qui vous attend. Nous parlons de dématérialisation de la facture. C'est la facture in extenso. On n'est pas... L'EDI, c'est... Enfin, je m'en voudrais de dire que c'est terminé, parce qu'on va le garder pour d'autres raisons. Mais vous n'êtes plus dans la liaison EDI. On est sur une transmission avec des séquençages codés, avec une clé d'intégrité. Je pense que vous y reviendrez, hein, mesdames. Tout cela étant bien balisé, mais c'est l'ensemble de la facture qui est concerné. Ce n'est pas un pied ou un haut de facture. Aujourd'hui, il n'y a que 24 métadonnées à transmettre. Oui, alors je répète. Ouais, mais je répète, aujourd'hui c'est une méthode, demain c'est la facture. Ah bah non, c'est non mais aujourd'hui il y a 24 métadonnées obligatoires dans la facture à transmettre à la PPF. Oui, mais la loi va changer les choses. Alors je comprends que vous soyez pas. Transmettre toutes les lignes de facture. Qu'est-ce que ça change à la facture du moment. Enfin. Le travail informatique n'est pas le même.
Ah non, mais on est bien d'accord, cher monsieur. C'est bien pour ça qu'on vous dit que c'est une réforme et qu'il y aura du travail et que ça suppose de modifier les logiciels. Vous avez entièrement raison. Mais je me permets juste d'insister, il va falloir changer les logiciels, y compris de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a le logiciel de la facture qui change, il y a le logiciel mental qui change aussi. Demain, on transmet une facture avec l'ensemble des données. Ça existe déjà ailleurs. On ne transmettra pas que le haut, le bas ou le milieu de la facture. C'est une suite de séquençage. Alors vous avez une facture papier, aujourd'hui vous l'envoyez en PDF, ou vous avez, comme vous le dites, par EDI, une quantité d'informations juste que vous transmettez avec des métadonnées. Ça, d'accord. Demain, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la facture qui va être transmise, télétransmise. Moi j'aime bien ce mot-là. C'est une télétransmission. C'est tout à fait un changement, hein. Ça c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que l'on commence à en parler maintenant, que ça va supposer pas mal de bouleversements, qu'il va falloir aussi de la pédagogie au sein des entreprises. Mais en fait tout cela est un travail d'informaticien. Et comme d'habitude, avec... Bon, je fais l'avocat du diable, hein. Avec, comme d'habitude, les informaticiens qui vont répondre « Ah ben non, on n'a pas le temps, non, c'est pas possible, non, on n'a pas le temps, ça va être trop rapide, on ne sait pas faire, etc. » Alors qu'ils savent très bien faire, mais c'est juste que c'est le jeu, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est « Laissez-moi du temps, prévenez-moi, je ne peux pas le faire tout de suite, c'est lourd, etc. » C'est vrai, les chaînes informatiques, c'est quelque chose de très lourd, et on sait tous que dans une entreprise, la chaîne de facturation, c'est quelque chose de très bien organisé, les services qui travaillent sur le sujet sont très rodés. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, avec l'UPE 13, il y a ce genre de réunion. C'est déjà pour susciter un peu de teasing, comme on dit maintenant, hein, et se dire il va se passer quelque chose. Je vous rends la parole parce que je vous l'ai prise un petit peu, mais c'est juste parce qu'il faut vraiment qu'on soit plusieurs à répéter que c'est la facture en tant que telle et non pas certaines données de la facture simplement qui sont concernées. Si vous êtes en B2B avec une facture soumise à la TVA française, vous devez transmettre votre facture sous un des 3 formats requis par l'administration fiscale. Donc ça, c'est ce qui va se passer demain, au 1er juillet 2024. Aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques de la facture électronique? Donc vous le savez tous, la facture électronique a pour objectif de garantir l'authenticité de l'origine de la facture, l'intégrité de son contenu, qu'on ne puisse pas modifier évidemment son contenu, et la lisibilité de la facture. En matière de facture électronique, qu'est-ce qui est admis à date, mais qui va changer au 1er juillet 2024? Avec évidemment des petits changements, parce que toutes les lois de finances, on a des changements. C'est la raison pour laquelle on a toujours du travail. Donc la loi de finances pour 2023 a actualisé en fait ces méthodes de sécurisation des factures émises sous format électronique. Qu'est-ce qu'on entend par facture électronique aujourd'hui? On entend l'envoi d'une facture avec une signature électronique qualifiée. C'est un mode de facture électronique qui est validé par l'administration fiscale. On entend bien entendu les factures sous format EDI. Mais attention, EDI fiscal, pas forcément EDI électronique, EDI au sens fiscal du terme. Et enfin, quand on ne facture pas ou qu'on ne reçoit pas des factures sous un de ces 2 formats, l'administration enjoint de rédiger un document qui s'appelle la piste d'audit fiable TVA, qui est obligatoire, et ça souvent on oublie, depuis 2014. Donc depuis 2014, vous devez avoir ce document rédigé, qui est un document en fait qui retrace l'ensemble de votre process de facturation entrant et sortant, et qui explique votre processus de facturation. Donc si vous n'êtes pas en facturation sous format signature électronique qualifiée ou EDI fiscal, vous devez avoir ce document à disposition de l'administration en cas de contrôle fiscal et vous devez lui remettre si elle le demande. Nouveau mode de facture électronique qui a été indiqué dans la loi de finances pour 2023, qui ressemble peu ou prou à la signature électronique qualifiée, c'est la signature avec un cachet électronique qualifié. Je dirais que c'est assez similaire à la signature électronique qualifiée. Vous faites appel à un prestataire externe qui va authentifier vos factures et ce qui certifiera que vous êtes en facture électronique. Ça, c'est ce qui se passe à date. Mais tout ça, il va falloir l'oublier au 1er juillet 2024, malheureusement. Donc voilà pour les caractéristiques de la facture électronique. Et là, on a un petit temps de questions, 5-10 minutes. Ah non, pas du tout, on a une synthèse sur la facture électronique. Alors,
La facture électronique, elle va remplacer évidemment la facture papier et la facture PDF envoyée par mail. Donc, il n'y aura plus de facture papier, il n'y aura plus de facture PDF, en tout cas il y aura une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2027, mais à compter du 1er janvier 2028, il n'y aura plus ni de facture papier ni de facture PDF. Pour mémoire, et ça très important, la facture, elle doit être émise dès la réalisation de l'opération. Ce qui veut dire dès la livraison du bien ou dès la réalisation de la prestation. Avec quand même une doctrine administrative fiscale, donc un BOFIP, qui autorise les entreprises à un petit délai de facturation pour des raisons administratives. On avait une ancienne doctrine qui nous disait 15 jours, ça a disparu de la doctrine administrative, mais on prévoit toujours 15 jours de délai pour facturer. Le dépôt des factures, qui sera fait sur soit le portail public de facturation, soit sur la PDP, sera horodaté. Ce qui veut dire que celui qui aura déposé la facture sur la plateforme devra indiquer le statut déposé. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture, et il faudra informer les plateformes et spécifiquement la plateforme du client que la facture a été déposée. Pour rappel, c'est la date d'émission de la facture, qui est une mention évidemment obligatoire prévue par les textes dans le Code général des impôts. C'est la date d'émission qui va déterminer le point de départ du délai de paiement de la facture. Et les données de facturation seront envoyées par le fournisseur ou le prestataire de service au fil de l'eau à la PPF ou à la... C'est la date d'émission de la facture qui détermine le point de départ des délais de paiement de qui? Des délais de paiement du client au fournisseur ou au prestataire. Ça ne vous intervenez pas dans la relation client... Enfin, attendez. Non, mais vous savez, il y a un délai de paiement, des délais de paiement. Et vous allez taxer ce délai de paiement? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les choses sont claires, là, il n'y a pas de taxation. Là, il n'y a aucune taxation. Mais pourquoi on marque ça C'est des rappels. Hein. En fait, ce sont des rappels. Et vous n'intervenez pas? Enfin, Rien ne change. Non, rien ne change. D'accord, alors c'est pas la peine de le rappeler. Alors, je comprends pas, il y a quelque chose que... On pense que c'est important aujourd'hui de rappeler les grands principes de facturation, puisque voilà, ce sont les principes que vous allez mettre en vigueur, mais via la facturation électronique. Ce seront ces mêmes principes qui s'appliqueront. Il n'y aura pas de changement sur date d'émission de la facture. C'est aujourd'hui une mention obligatoire, ça le restera demain. bon, alors, Monsieur le Président, arrêtez d'être provocateur, mais je trouve ça très salvateur. En fait, ce que nous avons voulu, avec ce slide de synthèse, on aurait peut-être pu le mettre en une seule phrase, donc je vais la dire, à part le processus matériel, pratico-pratique de la facture, aucune règle à date, restons prudentes, à date ne change. Donc c'était effectivement pour rappeler des choses. L'expérience de plus de 35 ans dans l'administration des finances publiques m'oblige hélas à vous dire que les grands principes sont souvent perdus de vue et que l'on emploie une expression que je déteste, c'est « Ah mais la pratique c'est qu'on fait comme ci, on fait comme ça ». Donc on est là, et je pense que c'est bien, pour aussi rappeler les règles, parce que quand on fait une réforme, ça je pense que vous l'avez aussi constaté, hein, quand on fait une réforme, on tombe toujours sur des gens qui nous disent « Ah ben non, c'est pas comme ça ». Et ils redécouvrent qu'en fait, ça peut-être fait 20 ans ou 30 ans qu'ils sont en dehors des clous. Heureusement pour eux, heureusement pour nous tous, comme on n'est pas en capacité de contrôler toutes les entreprises tous les ans, ça permet de développer des pratiques qui ne sont pas toujours les bonnes. Après, c'est pas dramatique, parce que ça se joue à quelques mois. Mais c'est vrai ce que je dis. Et quand on fait de la DAI, quand les entreprises... Ah, la DAI, le bordereau DAI. Mais les règles ne changent pas non plus. C'est le créancier qui... Voilà, bien sûr. C'est un changement de propriété. Pour l'administration des finances, ça ne change rien. Il a juste été notifié le changement. Mais je vous laisse la conclusion sur cette synthèse. Mais je pense qu'il est important de rappeler qu'effectivement, les règles ne changent pas en termes d'exigibilité, de paiement, de respect du code de commerce, du respect du code général des impôts. C'est une facturation, un mode de facturation, c'est le support. Alors, place aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui. Puisque
Présentez-vous, hein, comme ça. Pardon. Oriane Lézard avec Intérim. Puisque l'on est sur une date de paiement qui a un rapport avec la date d'émission, quel est le délai pour déposer la facture? Alors, donc la facture, elle s'envoie au fil de l'eau. Donc le prestataire de service ou le fournisseur doit envoyer sa facture au fil de l'eau, soit à la PPF, soit à la PDP. S'il y a une PDP qui intervient, la PDP a 24 heures pour transmettre la facture à la PPF. Donc là, les délais sont bien encadrés et sont indiqués dans le Code général des impôts. Mais autrement, c'est au fil de l'eau. Et si l'entreprise ne le fait pas au fil de l'eau, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, normalement, aujourd'hui, la facturation, elle se fait au fil de l'eau. Donc vous allez continuer à facturer au fil de l'eau et à transmettre. Des gros décalages, hein, dans la vraie vie. Voilà. Alors, Bon, alors pas de panique, hein, parce que là j'entends des choses. Ce qui se passe dans l'entreprise, quand elle met 15 jours ou un mois pour faire la facture, nous ne le savons pas. J'ai une entreprise normalement constituée, quand elle fait une prestation, ou encore plus quand elle livre un bien, elle a besoin, pour de tas d'autres raisons que fiscales, d'émettre une facture. Hein, que ce soit pro forma ou pas, de toute façon, elle doit émettre une facture. Elle le fait dans ces délais qu'elle a aujourd'hui. Demain, elle fera dans les mêmes délais qu'elle le fait aujourd'hui. On ne va pas, dans l'intimité des entreprises, aller vérifier qu'elle le fait sous 8 ou sous 15 jours. Mais une entreprise normalement constituée ne tarde pas à émettre ses factures. Je vous rappelle que justement, le service de facturation d'une entreprise, c'est celui qui travaille le plus, effectivement, avec des délais qui lui sont imposés et qu'il respecte, parce que l'émission de la facture commande d'avoir les pépettes. Alors, une entreprise qui met 6 mois pour émettre une facture, ça existe, mais je pense que très rapidement, elle a des problèmes de trésorerie, et pas uniquement à cause de la TVA qu'elle n'a pas reversée au trésor. Donc, pas de panique. Aujourd'hui, les façons dont travaille le service fournisseur et tout le reste des partenaires de l'entreprise qui travaillent sur la facture, c'est pas ça qui est modifié. Ce qui est modifié, c'est le mode, enfin, c'est le support. Je vais prendre un autre exemple, puisque je suis un peu plus vieille que la moyenne des gens qui sont en face de moi, là, aujourd'hui, quand les micro-ordinateurs sont arrivés, quand on a mis en place les messageries. Les messageries, tout le monde s'est dit, oh là là, c'est super génial, mais on s'est tous posé des questions, puisque quand on faisait un message, c'était quoi le message? Quelle force juridique avait le message? Je ne parle pas de la pièce jointe, je parle du message. Eh bien, nous avons tous considéré que le message qui véhiculait une note, un règlement, un projet de loi, ce message-là, c'était juste du téléphone sur écoute. C'est juste la forme qui changeait. C'est-à-dire, au lieu de prendre le téléphone et de dire « Machin, je t'envoie un projet de note, t'es prié de le regarder, de me répondre sous 48 heures », ou la note de couverture qui était « Chère Madame Grant-Thornton ou Monsieur Grant-Thornton, je vous envoie un projet de... et merci de me le signer ou de me le valider sous 48 heures », c'était remplacé par le message électronique de la messagerie. D'accord? Demain, la facturation électronique, c'est mutatis mutandis, la même chose. C'est-à-dire que la facture, sa façon de se présenter est modifiée, mais tout ce qui est attaché au reste ne l'est pas. Sauf si, à l'occasion de la facturation électronique, une entreprise décide de revoir sa façon de travailler à l'intérieur de ses services, facturation, fournisseurs, etc. Ça, c'est encore autre chose. Moi, je serais elle, je le ferais, je regarderais. Parce que j'essaierai de voir si je ne peux pas gagner un peu de temps, puisque le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis fonctionnaire, je ne suis pas entreprise. Mais moi, en tout cas, si j'étais du côté des entreprises, j'en profiterais pour regarder un petit peu comment tout cela se fait, puisqu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc aujourd'hui, je gage qu'il y a bon nombre de directeurs administratifs, voire de directeurs des finances, qui ont peut-être perdu de vue certains délais qui sont un peu trop longs, mais qui s'expliquent. Tout s'explique dans la vie. Mais qui pourraient, du coup, être réduit du fait de la facturation électronique. Monsieur. François Cordavi, je voulais saluer même. Je comprends ce que vous dites et je suis d'accord avec vous. Effectivement, ce serait idéal, dans un monde idéal, toutes les entreprises se mettraient en conformité et adapteraient leur administration. Bon, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui font des factures en retard. Est-ce qu'il y a un risque du côté de l'administration par rapport à ces factures en retard? Parce que maintenant, vous allez avoir connaissance de ce retard. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va y avoir... C'est pas sanctionné, ça. Non, ça ne change pas.
il y a deux choses dans votre question. C'est, moi je suis entreprise, je constate à l'occasion de cette mise en place, par exemple en décembre 2023, je m'empare du sujet, je constate que les factures qui sont préparées par mon service compta, elles mettent 3 mois ou 6 mois pour sortir. Ben, ça c'est pas possible, c'est juste inadmissible pour une entreprise. Oui, bon, mais l'administration des finances, elle ne le sait pas. Oui, aujourd'hui. Elle ne peut trouver à redire que quand elle attaque le sujet dans un contrôle fiscal en matière de TVA. C'est-à-dire que si vous avez fait une opération de livraison de biens, meubles corporels, dont je rappelle que l'exigibilité intervient au moment du transfert de propriété, c'est-à-dire lors de la livraison matérielle effective avec réception, etc. Si là, il n'y a pas eu de facture, elle dira, il n'y a peut-être pas eu de facture, mais il y a de la TVA que vous aurez dû payer. Donc là, vous allez vous faire rattraper par la patrouille. Quand on est avec la prestation de service, c'est plus simple. C'est pour ça que c'était sécurisé, la prestation de service. Parce que la prestation de service, c'est pas véritablement attaché à la facture, sauf que c'est fondamental pour pouvoir savoir de combien on doit payer la TVA, c'est l'encaissement. Donc là, on va voir les comptes tiers, on va voir la caisse, on va voir la banque, on va voir tous ces comptes-là, les comptes de classe 4, mais aussi 6 et 7, etc. Et là, on va trouver des encaissements et pas de facture alors que c'est de la prestation de service. Ben là, on vous fait un rappel. Ok ? Je ne sais pas si j'ai été claire. Trop clair, en fait. Une facture avec 10 000 euros versée en 3-4 fois par des acomptes, la TVA est payée uniquement à la totalité. Ça dépend si c'est livraison de biens ou si c'est prestation de service. Alors maintenant, non, il y a un changement avec les acomptes. Donc depuis le 1er janvier 2023, quand vous émettez des factures d'acompte, que ce soit des acomptes sur des biens ou sur des prestations de services, l'exigibilité intervient immédiatement. Donc on n'a plus à regarder est-ce que c'est du bien, est-ce que c'est du service. Madame Brigand vous l'a rappelé, exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens, c'est au moment normalement du transfert de propriété. Là, si c'est un acompte, exigibilité de la TVA, immédiate. Total. Sur le montant de l'acompte. Sur le montant de l'acompte, bien entendu. Il donne des idées. Vous devriez travailler au finance. Dans l'administration. Bon. Facture d'acompte. Changement au 1er janvier. Ouais, c'est vrai que ça, on devrait le commenter un peu plus, parce que ça, je suis pas sûre que ce soit que ça ait été vu et que ça ait été compris par tout le monde, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, Thierry Dernier, Ressources et scooter électrique. Concrètement, un fournisseur m'envoie une facture. Donc, je vais recevoir une notification pour me connecter sur une plateforme pour récupérer la facture. Comment ça se passe? Alors, on va vous répondre quand même, mais j'entends, on va voir après. Non, effectivement, dans la suite là, de la présentation, on rentre plus dans le détail des processus. J'aurai le plaisir de vous commenter quelques schémas. Donc, et après, si je n'ai pas répondu à votre question, on y revient juste après, si ça vous va. C'est des compléments de questions. Ça marche. Alors, on va passer maintenant justement aux acteurs de cette réforme, donc les plateformes, les fameuses plateformes de dématérialisation, le portail public de facturation, le rôle de ces plateformes, et on va illustrer avec des processus auxquels vous allez vous trouver confrontés. Ah, c'est moi. Oui. Comprenne qui pourra. Parce que vous avez l'air beaucoup plus à l'aise que moi sur le sujet. Alors déjà, c'est un schéma dit en Y. Bon. Pourquoi? Parce que là, vous voyez bien que ça ressemble à un Y, mais alors vraiment, faut le chercher. Hein. Mais enfin bon, on va accepter l'augure. Donc les plateformes, on en a déjà un petit peu parlé. Selon mon habitude, j'ai horreur de paraphraser ce qui est visuel, mais retenez qu'en réalité, et c'est là-dessus que vous allez revenir, je crois, c'est qu'il y a un début et un bout de chaîne. Le début, c'est le fournisseur, le bout de chaîne, c'est l'acheteur. Et en réalité, la mise en relation pour la dématérialisation des factures, ça passe pour ces fameuses plateformes. Alors les plateformes, c'est ce qui ressemble au symbole nucléaire, là. Enfin de mon temps, hein, c'était les symboles nucléaires. Ça date un peu, c'est le siècle dernier. Et en fait, ça, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc vous voyez qu'il y en a une côté fournisseur, il y en a une autre côté client. Donc on va répondre à votre question de scooter électrique. Là, on va voir tout cela, comment ça fonctionne. Mais vous voyez qu'il y a une mise en relation du fournisseur avec sa plateforme à lui, si j'ose dire, plateforme qui va communiquer avec la plateforme du client, et tout cela étant en interaction, bien sûr, avec le portail public qui va lui être alimenté des informations de ces deux plateformes, et qui va pouvoir ensuite dire aux finances publiques, c'est bon les gars, j'ai embarqué la TVA. Ça, c'est le premier schéma.
c'est le schéma où vous avez donc deux plateformes, fournisseurs, clients. Vous avez un schéma beaucoup plus simple, que je ne saurais trop vous recommander puisqu'il est gratuit, qui est la plateforme publique de facturation, qui est le fameux PPF. Hein, c'est Parti politique France. Le PPF, oui, moi quand je vois PPF, je pense Parti politique France. Heureusement qu'il n'y a pas un C. Donc là, vous avez le fournisseur et l'acheteur qui sont face à une seule plateforme qui, plateforme qui mixte tout. Nous, on sait à quoi on pense tous les deux. Hein. Plateforme qui mixte. Dieu me savonne. Donc là, on a une plateforme qui fait tout, qui engrange toutes les informations, et qui est la plateforme qui est en relation permanente avec les finances publiques, donc l'administration fiscale, et qui va donc pouvoir centraliser l'ensemble des informations, plateforme qui de toute façon récupérera l'ensemble des informations des deux plateformes, des prestataires, fournisseurs ou des usagers clients. Alors pourquoi avoir fait ce dispositif ? Ma foi, parce que je pense que c'est mieux de pouvoir proposer une alternative, sachant que le vrai enjeu là-dedans, c'est un peu la base référentielle, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille très sérieusement sur la constitution des annuaires, tout cela étant effectivement très, très, très compliqué à mettre en place, mais je pense que vous allez expliquer ce que c'est que la constitution des annuaires. Retenez, face à ce schéma, qu'il y a... pour la plateforme Chorus Pro, qui s'appelle la plateforme publique de facturation, un socle d'informations communes minimum qui sera mis en place. C'est cette plateforme fiscale, cette plateforme Chorus Portail Public, qui sera également garante du bon fonctionnement de l'ensemble des plateformes, soit fournisseurs, soit clientes, et qui donc va veiller à la bonne occurrence des annuaires qui vont être communiqués aux plateformes partenaires, mais donc c'est le portail public qui lui tient l'annuaire de l'ensemble des assujettis B2B, et c'est elle qui concentre, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette plateforme portail public, l'ensemble des informations pour les reverser, les déverser dans nos systèmes budgétaires et centraliser les données fiscales. Bon, en fait, l'enjeu là-dedans, c'est bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne mise à jour des annuaires. Et ça, c'est un gros travail qui est en cours d'ailleurs, la constitution des annuaires, puisque quand on parle de cela, c'est, vous avez l'explication, le rôle du portail public de facturation, ça va être de vraiment pouvoir dire, écoutez là, c'est bon, vous avez bien un partenaire en face de vous qui s'appelle XY, et vous avez le droit de lui envoyer la facture sous forme électronique. On discutait en aparté avec le président Corsia. C'est sûr que c'est sur ce portail pro, Chorus Pro, pardon, mais pas que, mais également sur les plateformes partenaires, que vont devoir se concentrer une exigence de garantie de sécurisation électronique. Donc il va falloir, et tout ça est mis en place d'ailleurs dans la définition, dans les habilitations, cherchez le mot, dans les habilitations qui sont décernées aux plateformes, au PDP, voilà, c'est la protection contre les hackers, hein, tout ce qui va concerner bien sûr le détournement des données. Donc sachez que ça fait partie des éléments qui sont pris en compte dans l'octroi de l'habilitation des plateformes, les PDP. Autrement dit, une entreprise aura, dans la limite du raisonnable, parce que face à nous, il y a quand même des gens extrêmement brillants dont c'est l'activité en permanence de rechercher les failles des dispositifs, mais sachez que le gros travail qui est en train d'être fait, c'est justement pour garantir la bonne sécurisation de la transmission des données. Alors, c'est encore à moi d'expliquer quelque chose de très réglementaire. C'est que la plateforme de dématérialisation partenaire, c'est donc quelque chose qui va être contrôlé, vérifié par l'administration fiscale. L'administration fiscale va effectivement veiller à la bonne sécurisation des données qui seront portées par cette plateforme, ce qui passera déjà par l'octroi d'un numéro d'immatriculation. On adore ça, les numéros, on adore ça. Parce qu'en fait, donner un numéro d'immatriculation, ça veut simplement dire qu'auparavant, avant de donner le numéro d'immatriculation, il y a toute une checklist de choses à remplir. Je ne vais pas les énumérer, puisqu'en fait, elles le sont dans l'article 242 nonies grand B de l'annexe 2 au CGI. J'en ai glané quelques-unes.
en dehors du numéro d'identification que tout le monde a quand on est en B2B, c'est l'octroi d'un document décrivant les moyens pour assurer la sécurité des données à concrétiser, à conserver et qui sont à caractère personnel, une attestation de certification de respect de la norme ISO IEC 27001, enfin bref, il y a ça dans l'article 242 non-IS grand B. Donc autrement dit, l'enjeu c'est également de donner toute assurance que cette PDP respectera la conservation et l'intégrité des données qui seront conservées par cette PDP. On a entre maintenant et la fin de l'année un exercice d'ouverture des plateformes justement pour voir, et le choix des plateformes pour voir justement qui est éligible ou pas, et ce sera sur impôt.gouv.fr, c'est quand même l'élément important d'information que vous trouverez. L'administration mettra à disposition une liste de plateformes qui ont franchi le Graal de l'immatriculation. Je passe la parole. Et c'est là où justement vous allez commencer à répondre avec des schémas. Ouais. On va regarder encore plus le côté pratico-pratique. Effectivement, sur ces PDP, hein, les PDP, donc des prestataires de services en fait, ont eu un cahier des charges d'une 50aine de pages hein, qui a été mis en ligne par l'administration avec effectivement énormément de points sur lesquels ils devaient répondre et se mettre en conformité pour avoir cette immatriculation et cette homologation hein, par l'administration. Alors, effectivement, dans les sujets évoqués auparavant, on a parlé de quelques possibilités, et là, dans les quelques slides qui viennent, l'idée, c'est de vous reposer le schéma pour bien mémoriser toutes les possibilités que vous avez pour mettre en place ces processus au niveau de la facturation électronique. Donc, la première, effectivement, hein, ce qu'on a dit, c'est la mise en place du portail public de facturation. Et bien demain, avec cette mise en place-là, il n'y aura plus d'échange direct entre un fournisseur et un client au niveau de la facture. D'accord ? On passera forcément à minima par le PPF. D'accord ? Donc la première possibilité que vous avez, c'est effectivement de passer, Madame Rigan le disait, par le PPF directement. On ne passe pas, et là il n'y a pas de PDP, là il n'y a pas d'autres applications, il y a le PPF. Donc on peut déposer sa facture sur le PPF, le client récupère sa facture sur le PPF. D'accord ? Donc il n'y a pas d'autres acteurs en jeu, on passe directement par le PPF. Ça, c'est gratuit. Voilà. Ça. Rien n'étant gratuit, je vous rappelle que vous payez des impôts. Oui, c'est d'accord, c'est bon. Oui. C'est dans le package. Non, mais comme je prends eux aussi en avoir pour ces impôts, j'en profite pour expliquer un petit peu à quoi servent les impôts. C'est dans la formule. Pourquoi avoir fait le choix d'agréer des PDP alors qu'on pouvait passer pour le PPF? Alors, j'allais venir dans la transition, mais je voyais un bras levé. Franck Chély, Méditerranée, Michel Albert, pour avoir un accès au PPF là, actuellement, est-ce qu'on peut avoir un accompagnement? Parce que maintenant, sur Chorus, on a créé notre propre compte sur Chorus pour là. On transmet, mais si on veut maintenant, là, pour continuer, est-ce qu'on peut avoir un accompagnement? Alors, la réponse est forcément oui, vous aurez un accompagnement, mais pour l'instant, ça n'est pas ouvert. Hein. On est bien d'accord. Hein. On aura un accompagnement physique. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir une personne, là, oui. Peut-être en payant une prestation, là, mais il pourra venir nous aider bien sûr. Au niveau des PME, des petites. Bien sûr. Alors, c'est tout l'enjeu et c'est toute la charge qu'aura à gérer Monsieur Franck Lafargue. Levez-vous, Franck. Qu'on identifie ce malheureux sur qui va peser la responsabilité de répondre. C'est lui. Moi, j'aime bien incarner. C'est lui qui va devoir. Non, il va mettre en place. Mais je galège à peine. C'est lui qui va effectivement être la plaque tournante par rapport au service des impôts des entreprises. En local, et ça tout le monde peut s'y adresser, hein, que ce soit une grande, une petite ou une moyenne entreprise, et poser des questions. Je ne garantis pas que dans les premiers mois de mise en œuvre, vous aurez immédiatement la réponse parce que mes propres agents doivent se mettre à niveau des connaissances, mais en tout état de cause, il est clair que ce genre de réforme va nécessiter un fort accompagnement. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui, notamment cette présentation avec le PE13 et un cabinet d'avocats, il y en aura d'autres présentations, d'autres actions. On est dans la communication dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas de l'agitation,
c'est pas de la poudre aux yeux qu'on vend. On est là pour commencer à ce que vous ayez une petite musique qui vous explique ce qui va être mis en place. Mais c'est vrai que dans les mois qui viennent, je pense que vous, mesdames, dans votre registre, l'UPE dans le sien et, a fortiori, les finances publiques, puisque on porte cette réforme, on va mettre en place des actions non seulement d'information, mais également on aura des actions de formation vis-à-vis de mes propres agents, et via les relais habituels, on aura bien sûr des réunions. Et là-dessus, c'est pour ça que vous avez une association finance, cabinet de conseil, tout le monde est embarqué dans le même mouvement. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va tous être dans l'apprentissage, dans la pédagogie. Donc vous aurez un accompagnement. Ça ne va pas être d'un claquement de doigts. C'est quelque chose de très pratico-pratique, donc extrêmement impactant. Je n'aime pas trop le mot, mais pour autant, j'en trouve pas d'autre. C'est vrai que ça va être extrêmement impactant parce que la facture, c'est vraiment... c'est l'objet par nature le plus important dans une relation entre un client et son fournisseur. Donc c'est vrai que c'est une grosse réforme et un grand changement et des mentalités et des procédés. Et ça va être le moment, à mon avis, modestement, hein, mais ça va être aussi le moment où les responsables dans les entreprises vont revoir sans doute comment tout cela se passe dans leur propre entreprise. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que jusqu'en 2027, on va pouvoir envoyer en PDF simple les factures sur le portail public, ce sera le cas aussi? Oui. Pas que les plateformes? Non, il y a été spécifiquement convenu que la PPF, le PPF, allait transformer les factures PDF en un des 3 formats requis. Du coup, j'ai une question complémentaire par rapport à ça. Pourquoi est-ce que ça s'arrête en 2027 en fait, Parce que ça coûte. Parce que ça coûte. Eh bien ça coûte et on préfère que le coût soit dans l'entreprise. Ça coûte quoi, pardon? Voilà. Vous avez la réponse. Je pense que vous l'avez trop bien comprise. Je ne l'ai pas entendu. Je dis parce que ça coûte. Et qu'à un moment, c'est l'obligation, ça coûte pour celui qui le fait. Et que donc l'obligation, c'est que le coût soit dans l'entreprise. C'est normal que l'entreprise prenne des coûts par rapport à la réglementation qui s'impose à elle. Coût, c'est au UTS. Oui, pas COUP. Oh non, on n'est pas violent. Donc monsieur, votre question qui est tout à fait pertinente, c'est qu'il y a un moment, on doit bien remettre au bon endroit. Alors l'ensemble des coûts COU, accent machin, TS. Pourquoi pas, hein. Non, c'est pourquoi pas, c'est la loi du genre. Mais j'imaginais que quand on a un logiciel qui transforme des factures, une fois qu'il a été créé, le coût est fixe. Enfin, si c'est informatique ou automatique. Non. Non. Alors, I have a dream, mais non. Voilà. Donc vous avez la réponse. Dans sa brutalité, là pour le coup, c'est un COUP. Il faut toujours que les entreprises aient dans leurs entités, dans leur comptabilité, le réel coût. Ce n'est pas à l'État, le budget de l'État qui est constitué par d'autres partenaires, d'autres usagers, d'autres victimes que les entreprises, à supporter le coût de quelque chose qui relève d'une entreprise. Oui. C'est en avoir pour mes impôts. Catalina Gaucret Consult. Moi, je voudrais comprendre cette obligation. N'intervient que dans le cadre de transactions B2B. Ouais. Donc, une entreprise qui fait du B2B et du B2C. Elle doit avoir 2 modalités de facturation. Exactement. Elle devra, quand elle est en B2B, obligatoirement, elle passe par un futur logiciel, on ne sait pas trop comment encore, mais qui va transmettre directement via un portail à son partenaire, enfin à son client professionnel, mais dans le cadre de ses interactions avec le public directement, doit continuer à facturer en PDF comme elle veut, sans obligation du coup de transmettre à l'administration. Sauf que quand vous avez affaire à un particulier, vous ne faites pas de facture. Mais il n'y a pas d'obligation normalement. Il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture. Si vous émettez une facture, vous n'êtes pas dans le e-invoicing, mais vous allez être, attention, dans le e-reporting. Vous pouvez émettre un document aujourd'hui, mais quand vous êtes... On est en fiscalité, là. Pardon, excusez-moi. Quand vous êtes en relation d'une entreprise, hein, un cuisiniste, il vend une cuisine, il vend un montage de cuisine à une entreprise parce qu'elle fait son coin repas pour ses salariés. C'est du B2B. Le cuisiniste voit arriver Madame Brigand qui dit « Moi, je veux une cuisine aménagée chez moi », c'est un particulier. Bien sûr qu'on a une facture, mais ce n'est pas une facture au sens fiscal du mot, c'est un document, d'accord ? Et
l'entreprise en a besoin parce que là, ça répond au code de commerce, mais il n'y a pas d'obligation de facturation au sens fiscal, donc pas d'obligation de facturation électronique. Oui, donc, Et ben donc il y a deux systèmes qui coexistent. Ça va développer les espèces. Ça. Ouais, mais en même temps, on va supprimer les espèces, non? C'est pas ça qui est prévu? Il y a de moins en moins d'espèces quand même. La TVA, même pour le client, Quel client? Ça sera du e-reporting. C'est e-reporting. Ah, vous parlez d'usagers particuliers? Oui. Mais alors là, c'est justement la chose. C'est pour ça. Et vous voyez la question. C'est pas unifié. Non, c'est pas que c'est pas unifié, c'est qu'on tient compte de la discrimination entre opérations entre assujettis redevables de la TVA et opérations entre un assujetti et quelqu'un qui n'est pas redevable de la TVA. Et dans cette famille-là, vous avez raison de poser la question, vous avez la personne qui n'est pas un assujetti redevable de la TVA, mais c'est lui qui paye la TVA, parce que je vous rappelle que c'est sur le consommateur final que la TVA, in fine, est payée. Et là, comme le disaient mes camarades de Grant Thornton, c'est par rapport au cheminement du e-reporting que là, nous allons avoir l'information de la TVA collectée, supportée par le client final. Ce n'est pas le mode de facturation. Alors, la deuxième possibilité, du coup, c'est effectivement... Alors, là, c'est un opérateur de dématérialisation. Attention, ce n'est pas une PDP, d'accord? Un opérateur de dématérialisation, c'est un prestataire de service, une solution informatique que vous pouvez choisir pour transmettre vos factures au format dématérialisé. Ces opérateurs de dématérialisation ne seront pas immatriculés par l'administration, d'accord? C'est pour ça que ce sont des opérateurs qui sont bien différents des PDP qui seront immatriculés, certifiés, homologués par l'administration. Alors, il y avait la question de mais pourquoi est-ce que ce n'est pas plus simple de tout passer par le PPF sans faire appel à des PDP ou des OD? Enfin, vous aurez peut-être cette question. En tout cas, on l'a déjà rencontré cette question plusieurs fois. Effectivement, on a des opérateurs de dématérialisation, on a des PDP sur le marché parce que il y a des prestataires et des éditeurs de logiciels qui ont déjà travaillé sur des processus dématérialisés et ils existent déjà depuis longtemps. Ce sont des solutions informatiques qui disposent de différentes fonctionnalités. Donc soit le PPF vous suffit en fait parce que dans votre processus de facturation, ce que vous pouvez faire sur le PPF vous suffit amplement. Et pas besoin de passer par un OD, pas besoin de passer par une PDP. Mais si vous voulez plus, si vous voulez gérer des relances, enfin, si vous voulez vraiment avoir un maximum de vos étapes de votre processus de facturation qui soient automatisées, qui soient de manière électronique dans un logiciel, eh bien, effectivement, là, on va passer par un OD ou par une PDP. C'est pour ça que ça existe sur le marché et c'est pour ça que vous avez ces possibilités à mettre en œuvre dans vos processus. Ces OD auront la responsabilité de passer par une PDP avant qui enverra là vers le PPF. Ça n'apparaît pas sur le schéma, mais c'est de la responsabilité de l'OD de se mettre en lien avec la PDP de leur choix qui enverra vers le PPF. Okay. Et enfin, la troisième possibilité, on l'a dit plein de fois, c'est la PDP qui est en relation avec le PPF. Ok ? On aura l'occasion de dire. Oui. Donc, un artisan, en fait, qui fait une facture papier manuelle à l'heure actuelle, un particulier, il peut continuer demain à les mettre de la même façon. Pour la partie facturation, oui. Donc la synthèse, c'est ici, par rapport à vos différentes possibilités. Soit on passe en direct par le PPF, soit on passe par un OD, qui lui est en lien avec une PDP, qui est en lien avec le PPF, soit on passe directement par la PDP. Oui. Et pour unifier entre B2B et B2C, on n'est pas en mesure d'émettre la facture vers le PPF et d'extraire du PPF la facture pour le client. Comme ça, on n'a qu'un seul chemin de facturation. Non, à la rigueur, vous pourriez passer par une solution de dématérialisation pour envoyer tous vos flux de facturation, que ce soit du B2B, du B2C, et c'est votre PDP qui envoie uniquement la partie B2B au PPF. C'est pour ça qu'on peut avoir des PDP ou des OD, parce qu'effectivement,
dans les processus, on peut avoir différents, effectivement, processus de facturation, différents types de facturation en B2B, en B2C avec le public. Et donc ça permet de centraliser les flux vers une solution qui, elle, après, redistribue ou non. Mais nous-mêmes, on ne peut pas extraire du PPF. Non, c'est pas l'IDF qui va faire le travail. Non. À la mise en place du PPF, Chorus Pro B2G disparaît immédiatement, ou il y a les deux qui continuent en même temps? Non, normalement, alors ce que j'ai compris, mais sous contrôle, effectivement, il y aura les deux portails, c'est-à-dire pour la relation avec le public et puis les autres sociétés. D'accord, donc les gens ils auront deux accès différents au départ. C'est comme ça qu'on a compris pour l'instant. Et après, au niveau des fonctionnalités, hein, ce qui se dit, c'est que le Chorus Pro pour la mise en place effectivement de cette réforme invoicing sera peu ou prou inspiré du Chorus Pro. Oui, c'est la même technologie, si j'ose dire. La même technologie, le même type de fonctionnalité. Il faudra transmettre au PPF via le invoicing, via le e-reporting, les TVA qu'on aura publiés sur Chorus Pro. Parce que je vends quelque chose à une administration. Je vends donc avec la TVA. Cette TVA, la facture ayant été transmise à Chorus Pro, le PPF n'en aura pas conscience, on n'en aura pas de connaissance. Donc la TVA qui aura été envoyée à Chorus Pro, il faudra que je la déclare dans le e-reporting du PPF. Non. Comme vous l'aurez déclaré via Chorus Pro, vous n'aurez pas à la déclarer en e-reporting. D'accord, vraiment. Puis par contre, la TVA reste toujours déclarative. Oui. Ah oui, bien sûr. Il faudra toujours Non mais déclarer. c'est ça le sujet. Le e-reporting ne se substitue pas aux obligations déclaratives. Je vous parle à date. Parce que moi, je serais là où j'étais il y a une quinzaine d'années, je réfléchirais à quelque chose. Mais bon, je m'élèverai au-dessus de ma condition locale. Mais pour l'instant, à date, au moment où on vous parle, c'est un support qui change. Mais c'est puissant comme changement. Et moi, j'en profiterai pour réfléchir à d'autres sujets. Mais ça s'accompagne d'une dématérialisation en vue des déclarations de TVA aussi. À terme. À terme, ouais. Donc là où je vous rejoins, pour l'instant ça ne change pas, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il n'est pas interdit d'être malin et de se dire, bon attendez, on dématérialise, il y a quelque chose qui va concentrer la donnée, patati, patata, est-ce qu'on ne peut pas envisager quelque chose de beaucoup plus prospectif, etc. Il ne faut pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, vous pensez bien qu'ils y réfléchissent, mais au moment où je vous parle, d'abord, c'est normal, moi je ne suis pas au courant, c'est normal, chacun son job, mais pour l'instant, au moment où nous vous parlons tous, ça n'est pas autrement qu'un changement de modalité de transmission d'une facture. Mais on voit bien que c'est puissant et que ça peut appeler d'autres choses. Mais en fait, si vous êtes en B2G, vous allez déclarer toujours via Chorus Pro, mais vous n'aurez pas en plus à faire du e-reporting, donc de la transmission de données de transaction. Le e-reporting n'a rien à voir avec les obligations déclaratives TVA, qui restent les mêmes aujourd'hui. Vous allez devoir incrémenter votre déclaration de TVA comme avant, mais c'est vrai que cette réforme, à terme, a pour objectif de pré-remplir, d'aider les entreprises à pré-remplir leur CA3, leur déclaration de TVA, mais à terme. Il faudra faire attention pour le e-reporting de ne pas la déclarer. Ah oui, vous avez entièrement raison. Alors, si vous le permettez, on va continuer à avancer. Et bon, là, il y a un descriptif qui va arriver. Et là, je pense que vous allez peut-être un petit peu décrire de façon plus simple tout ce qu'on voit à l'écran. Oui. Je ne voudrais pas qu'ils aient peur. Non. En fait, c'est pour vous donner des exemples de processus dématérialisés. Mais ça se trouve, c'est déjà des étapes que vous avez aujourd'hui au sein de vos processus. Là, on se place du point de vue d'une entreprise, ok, et on veut gérer nos factures fournisseurs. Donc, ce sont les différentes étapes qu'on peut avoir au sein d'un processus de facturation fournisseur. On a la première étape qui est bien évidemment de réceptionner les factures. Je réceptionne les factures de mes fournisseurs. Ensuite, ces solutions de dématérialisation, qu'est-ce qu'elles font quand elles reçoivent les factures fournisseurs? Eh bien, elles vont reconnaître des champs spécifiques, la date, le fournisseur qui nous l'a envoyé, etc. C'est la deuxième étape. On va reconnaître des données. La troisième étape, ces solutions de dématérialisation, de manière automatique, elles vont contrôler si les données sont cohérentes sur cette facture.
Ça veut dire quoi? Contrôler les données si elles sont cohérentes. Ça veut dire que si on attend la date d'émission, on va vérifier que c'est bien une date, jour, mois, année. Voilà. Et contrôler aussi que le fournisseur qui me l'a envoyé, eh bien, il est bien présent dans mon référentiel. On parlait de l'annuaire tout à l'heure. Et ben, c'est pareil, dans les solutions de dématérialisation, on a une base tiers, mes fournisseurs, et il faut que mon fournisseur qui m'a envoyé la facture soit bien identifié dans ce référentiel. Sinon, il faut que je crée ce nouveau fournisseur dans mon référentiel. Ensuite, on a une étape 4 qui est le rapprochement. Classique, j'ai une facture, je rapproche la facture de mon bon de commande d'achat pour vérifier que c'est le bon montant ou la bonne quantité, etc. Et on peut gérer des écarts dans ces solutions. Ça sert à quoi toutes ces étapes-là? Vous avez vu, il n'y a pas d'intervention individuelle, d'un individu, d'une personne. Donc les personnes qui étaient en finance et qui saisissaient des factures ou qui réceptionnaient, qui ouvraient, etc., là, elles n'interviennent plus. C'est géré de manière automatique, séquentielle, dans ces solutions de dématérialisation. Et les personnes, vous allez les mettre à faire quoi? Eh bien, elles vont être au niveau de l'étape 4 pour gérer les écarts. Dans ces solutions de dématérialisation, vous allez pouvoir dire il faut absolument que le montant de ma facture soit égal à mon montant de la commande d'achat. On peut gérer aussi des écarts. Si c'est 10%, si c'est 5 euros, ok, ma facture elle est validée et je vais pouvoir ensuite gérer toute la partie paiement. Et les personnes dans les services financiers, elles vont gérer les écarts de rapprochement. Ma facture, elle n'a pas du tout le même montant que ma commande. Ok, il faut la regarder, contrôler de manière visuelle. Donc on parlait de cette réforme invoicing avec le terme impactant. Effectivement, ça va gérer, en fait, ça va susciter des conséquences dans vos processus, dans l'organisation des tâches, dans la répartition des tâches. Parce que les personnes dans les services financiers ne feront plus la même chose demain, dès 2024 et a fortiori en 2026, quand tous ces processus-là seront dématérialisés. Ces solutions de dématérialisation, elles vont aussi pouvoir gérer deux types d'interfaces. L'interface vers la comptabilité, vers le logiciel comptable pour la génération de l'écriture comptable. Donc là, il peut y avoir une interface aussi qui est totalement automatisée. Donc on parlait des informaticiens tout à l'heure, mais effectivement, les personnes clés dans ce projet que vous allez mettre en œuvre au sein de vos sociétés, c'est effectivement les services financiers, mais aussi une DSI, parce que c'est vraiment des acteurs très importants à mettre en place autour de la table. Il va y avoir des modifications dans votre système d'information à gérer, et puis des ajouts peut-être de solutions de logiciels. L'avant-dernière étape, c'est effectivement la partie paiement, parce que ces solutions de dématérialisation pourront également générer toute la partie interfaçage avec l'outil de gestion des paiements. Et enfin, ces solutions de dématérialisation proposent également des fonctionnalités d'archivage. Voilà globalement pourquoi on passe par des OD, des opérateurs de dématérialisation ou des PDP, parce que les fonctionnalités sont beaucoup plus larges que ce qui est possible de faire sur un PPF. Partie facture client, c'est la même chose. On sélectionne les factures clients à émettre. Donc la solution de dématérialisation, une fois que vous avez cliqué toutes vos factures à émettre, paf, ça va les traiter, les mettre au bon format électronique et les diffuser. Et puis ensuite, ces solutions de dématérialisation, là pour la partie facturation client, permettent vraiment de suivre vos envois de factures, de faire toute la relance et le recouvrement client, suivre aussi les accusés réception. C'est bon, mon client a bien eu ma facture, tac. Ensuite, va se mettre en place le processus. Donc là aussi, tout ça, toutes ces étapes 2, 3, 4, elles sont là automatisées. Il n'y a pas d'intervention humaine, si ce n'est au début, pour sélectionner les factures qu'on va émettre. Et il y a également la partie archivage légal dans ces solutions de dématérialisation. D'accord ? Alors, pour aller plus loin... Oui, merci beaucoup. Pour aller plus loin, en fait, il faudra aller bien sûr sur le site impôts.gouv.fr. D'ores et déjà, je vous invite à y aller puisqu'il y a de la documentation et il y a des fiches pratiques qui y sont présentées. Vous avez également l'indication de réseaux sociaux sur lesquels il y a régulièrement des informations. Là-dessus, sur le site impôts.gouv.fr, il y a vraiment l'explication sur l'articulation entre le e-invoicing, donc la facturation électronique, et le e-reporting. Et vous avez surtout, pour l'instant, je trouve
pas trop mal faite, hein, la foire aux questions, et qui va être alimentée, bien sûr, on va continuer à l'alimenter avec l'ensemble des questions qui vont remonter des praticiens et notamment des cabinets de conseil. Elle est vraiment bien, hein, la foire aux questions, donc je vous invite à aller la consulter. Elle est dense, elle est très dense. Comme chaque fois qu'on fait quelque chose pour répondre aux questions, on ne sait pas faire court. Donc voilà, c'est toujours... Et je vous ai présenté monsieur Franck Lafargue. Dans un premier temps, je vous ai dit, et je vous recommande d'abord regarder chez vous, de faire regarder sur le site impôt.gouv.fr ce qui vous reste encore comme question. Mais bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de lui poser une question via le site, l'adresse mail particulièrement digeste et synthétique, dont on l'a affublé, il n'y a pas d'autre mot. Et Franck dispatchera sans doute aussi au niveau des services des impôts des entreprises les informations nécessaires pour répondre en première ligne, si j'ose dire, aux questions qui vont commencer à surgir du fait des présentations et des animations que l'on commence à faire un peu partout. Bon, il faut raison garder, hein, on est encore en train de réfléchir et de présenter tout cela. Mais le 1er juillet 2024, ça arrive assez vite malgré tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autres que celles que vous avez déjà posées? J'ai vu que dans un slide, vous aviez mis qu'on pouvait archiver 10 ans les factures dans le PPF. Est-ce que ça a la valeur légale, un archivage légal ou pas pour l'administration fiscale? Bien évidemment, sinon on ne le proposerait pas. Ce n'est pas clairement dit avant. Mais on ne dit pas tout. Hein. Oui, non, parce qu'on est très farceur, on aime bien ne pas tout dire. Parce que comme ça, on se dit, sur un malentendu, il pourrait comprendre. Non, tout à fait, non. D'abord, les 10 ans, c'est légal, hein, comme vous le savez, et là encore, c'est un moyen. Et effectivement, si on le propose, et quand on le proposera, ce sera bien sûr avec tout l'apanage réglementaire, sécurisé. Non, vous avez raison, je plaisante à peine quand je vous dis qu'on ne vous dit pas tout, parce que ce sont des diapos, et que quand on fait ce genre de présentation, c'est vrai que ce qui est le plus important sont les questions, en réalité, parce que ça permet de compléter ce qu'on vous met à l'écran. Donc merci pour la question. Et oui, non. L'archivage sur la plateforme Chorus, moi je l'appelle comme ça, pardon, sera bien sûr légalement... Cet archivage Chorus, c'est un coffre-fort électronique. On peut le dire, ouais, c'est pas bête. Voilà. Président. Par l'entreprise ou uniquement par l'administration fiscale? Bah non, par l'entreprise. Oui. Comme correspond aujourd'hui. Voilà. Non, par l'entreprise, puisque si vous archivez quelque chose, c'est que par définition, vous souhaitez éventuellement un jour le consulter. Voilà. Hein? Ce sera un coût donc, qui viendra en moins de l'entreprise. Je vais dans votre sens. Non, mais je vois bien. Ça sera peut-être facturé plus tard. Hein, Tout est possible, c'est envisageable. Vous savez, on est dans une période où, voilà, il ne faut pas insulter l'avenir. Bonjour, Emmanuel Andoré, Société Maridis. Une question, je suis client avec des multifournisseurs. Ça peut me tomber dessus à partir du 1er juillet 2023. Comment je me prépare avec mes fournisseurs, ou il faut que j'attende qu'ils me préviennent en disant attendez, demain vous ne recevrez plus de factures, il faut que vous alliez les chercher à droite, à gauche, je ne les vois plus arriver. Est-ce que je peux anticiper moi de mon côté? Voilà, donc c'est la partie anticipation. Merci de cette transition. Très belle transition. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous lui avez dit de poser la question? Oui. Même pas. Alors, vous l'avez compris, il faut anticiper, cette réforme c'est demain, c'est 1er juillet 2024, vous serez tous, quelle que soit la taille de votre entreprise, dans l'obligation de recevoir des factures électroniques si vous échangez avec des fournisseurs ou des prestataires qui sont des grandes entreprises et qui vont, elles, dès le 1er juillet 2024, rentrer dans cette obligation de e-invoicing et e-reporting. Donc il faut anticiper, on est en mai 2023, on rentre dans la réforme au 1er juillet 2024, donc on a un an pour anticiper. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc les étapes de mise en œuvre de la réforme qu'on vous recommande, il y en a 4 que l'on va vous exposer. Donc la première, qui est la base en fait, c'est qu'on vous recommande de cartographier vos flux.
vos flux sortants, donc les factures que vous avez, règles aujourd'hui que vous avez mis en place au sein de votre entreprise, et en particulier les règles de TVA. Elles sont extrêmement complexes, que vous fassiez que de la prestation ou de la livraison de biens domestiques ou internationales, les règles sont changeantes, elles sont complexes. Donc, on vous invite à cartographier vos flux entrants et sortants, donc à les qualifier d'un point de vue TVA, d'un point de vue typologie TVA, à revoir les règles de TVA que vous appliquez, donc voir si c'est correct, corriger en amont, avant d'aller transmettre des informations fausses à l'administration, corrigez-les, parce que l'administration, elle va recevoir des informations qu'elle va étudier, bien entendu. Donc si vous lui transmettez des informations, des mauvaises factures, il n'y a pas les bonnes mentions, le régime TVA n'est pas correct, donc voilà, profitez-en pour remettre à plat. Une fois que vous avez cartographié vos flux, vous allez les classifier. Les classifier, que ce soit dans le sortant entre le e-invoicing et e-reporting, et dans l'entrant, si vous faites de l'international, vous allez devoir aussi, dans certains cas, être soumis à l'obligation de e-reporting. Donc il faut classifier ces flux en fonction des typologies. Profitez-en aussi pour revoir toutes vos factures, revoir vos mentions sur facture, les mentions commerciales, les mentions fiscales. Vous savez qu'en cas de contrôle fiscal, si les mentions sont incorrectes ou manquantes, c'est 15 € par omission. Donc c'est l'opportunité pour remettre à plat toutes ces règles. Et la deuxième chose aussi, c'est sécuriser, profitez-en pour sécuriser vos référentiels tiers. Donc, que ce soit les référentiels fournisseurs et les référentiels clients. Revoyez-les. Regardez si les informations sont correctes, s'il y a bien les numéros SIRET, SIREN, numéro TVA, afin d'éviter les doublons. Donc, regardez s'il y a des doublons. Il faut que vos référentiels tiers soient fiables. Profitez-en aussi pour déterminer la qualité de vos interlocuteurs, donc de vos clients ou de vos fournisseurs. Est-ce que ce sont des assujettis B2B ou des non-assujettis B2C. Et voilà, remettez à niveau vos référentiels. C'est l'opportunité. Les référentiels, elles sont vraiment importants, notamment pour toutes ces solutions de dématérialisation. Alors, on parle là des flux. Une fois qu'on a bien cartographié ces flux de TVA-là, comme on le disait, on a des impacts sur les processus. Donc, c'est important aussi de revoir vos processus de facturation sur la partie facture client et facture fournisseur. Regardez en fait quelles sont les personnes et les étapes de vos processus existants et comment on va mettre en place les changements pour se mettre en conformité avec cette réforme d'e-invoicing. Anticiper la conduite du changement, comme tout projet, on va avoir effectivement des changements dans les processus, dans les tâches effectuées par les équipes au niveau des services financiers, donc c'est important d'anticiper toute la conduite de changement, puisque vous allez certainement avoir à effectuer au sein des services financiers d'autres actions, un poste différent, et via des outils aussi informatiques potentiellement différents. Et donc j'en viens aux outils, effectivement, là j'étais plutôt sur la partie processus, quelles sont les différentes étapes et puis les individus qui interviennent, et puis quelles sont vos applications qui soutiennent ces différentes étapes, parce que ces applications vont devoir s'adapter à cette réforme, être modifiées et potentiellement on va avoir d'autres solutions qui seront ajoutées dans votre système d'information. Alors les bénéfices. Effectivement, on a certains facteurs clés de succès pour réussir un projet de dématérialisation. On a des solutions de dématérialisation, je vous le disais, qui sont sur le marché, qui étaient déjà sur le marché bien avant ces différentes communications sur la réforme invoicing, et elles proposent des bonnes pratiques au niveau des processus finance. C'est important de se dire, ok, quelles sont les solutions, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les processus que ces solutions proposent, parce qu'il y a une quinzaine d'années avant, quand on mettait en place un ERP dans une entreprise, on disait, bon, bah, l'ERP fait comme ça, mais mon processus, il est bien différent, je veux que mon ERP colle totalement à mon organisation et à mon processus. Et donc, on développait des choses très spécifiques au niveau des ERP qui coûtaient énormément cher, à maintenir. Il n'y a pas que le coût fixe d'installation, effectivement, monsieur, comme vous le citiez tout à l'heure, il y a toute la partie maintenance, quand on corrige des ERP, etc., etc. Donc là,
on parlait de cette réforme invoicing pour faire un projet fédérateur au sein de vos équipes, que ce soit les services financiers, les services IT autour de la table, tous ensemble, dans le même sens, et effectivement qu'on pense si les bonnes pratiques de ces solutions de dématérialisation peuvent être mises en place dans vos processus. C'est vraiment ça pour éviter d'avoir des surcoûts in fine dans l'avenir pour avoir des choses qui collent à votre organisation, mais plutôt de se dire ok, est-ce que moi si je prends telle solution ça répond à mes besoins, bien évidemment, et puis ensuite est-ce que je peux mettre en place mon organisation pour utiliser correctement ce nouveau logiciel. La conduite et le pilotage de manière effectivement très fine, hein, c'est un projet processus, organisation, IT. Donc il va falloir le piloter avec les bons acteurs autour de la table. Et puis ne pas hésiter à mettre en concurrence différents acteurs. Il y a la première solution du PPF. Si vous dites oui, mais ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à mettre en place l'éditeur de votre ERP comptable et financier en concurrence avec une solution de dématérialisation, voir les nouvelles PDP qui vont être immatriculées. Pourquoi ? Parce que passer par ces solutions aura un coût. On a des éditeurs de RP aujourd'hui qui nous disent bon ben nous on va rajouter un coût de 10 centimes à la facture de manière unitaire qu'on traitera. On a des solutions de dématérialisation, des prestataires qui nous disent bon ben nous on sera plutôt sur un tarif qui sera entre 5 000 et 10 000 factures, ce sera tel tarif. Donc et puis votre éditeur certainement de RP comptable et financier vous dira bah oui ben moi je vous ajoute un module mais ce sera tant. Donc c'est pour ça que voilà, il faut avoir connaissance des différents acteurs sur le marché. Donc là, je ne parle pas de la solution uniquement on passe par le PPF, je parle des autres solutions. Et surtout, ne pas hésiter à les mettre en concurrence parce que tout ça, effectivement, aura une tarification qui sera à comparer et qui sera plus ou moins différente suivant les acteurs. Alors, pas que des obligations. Pas que des obligations, mais beaucoup de bénéfices pour les entreprises avec l'entrée de cette réforme de la facturation électronique qui, comme on vous le rappelait, est entrée en vigueur en 2019 en Italie. L'administration fiscale italienne est parfaitement ravie des résultats. Donc, les bénéfices, on vous les a listés ici. Donc, raccourcir évidemment les délais parce que le traitement d'une facture électronique, c'est beaucoup plus rapide qu'une facture papier ou même PDF. Renforcer la sécurité des données avec des données qui vont être tracées, sécurisées. Réduire les coûts. Des études ont été faites et elles mettent en exergue le fait que traiter une facture papier coûte beaucoup plus cher que traiter une facture électronique. Simplifier les pratiques. Tout le monde, ça sera uniformisé. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Et enfin, comme je vous le disais, profitez-en pour revoir les règles de TVA et de facturation qu'aujourd'hui vous avez mis en place au sein de votre entreprise. Donc, pourquoi anticiper ? Pourquoi anticiper ? Parce qu'on vous le rappelle, c'est très impactant sur votre organisation interne et vos systèmes d'information. Il faut que vous optimisiez vos flux afin d'être prêts au 1er juillet 2024 en vue de respecter ces obligations légales de e-invoicing et e-reporting parce qu'aucune société française ne sera exonérée de cette réforme. Alors en synthèse, effectivement, qu'est-ce qu'on met en place ? Donc une démarche structurée, hein, c'est vraiment un projet à mettre en œuvre. Donc lorsque toutes ces données seront au format dématérialisé, et bien du coup, au sein de vos entreprises, vous aurez vraiment énormément de données à disposition. Donc ça permettra, in fine, quand on regarde l'avenir, de faire quoi ? D'avoir un pilotage plus fin de votre société, parce que vous aurez toute la partie facturation qui sera vraiment au sein de vos systèmes d'information, des données à utiliser, des indicateurs à mettre en œuvre. Et ça permettra effectivement d'avoir un accroissement de la performance de votre entreprise. Donc là, c'est vraiment quand on se projette plus loin dans l'avenir et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données au sein de votre société.
Donc la préconisation, c'est effectivement, vous l'avez compris, dans la démarche indiquée tout à l'heure, une thématique pour analyser votre fonctionnement actuel, les acteurs, les processus, les systèmes, pour mettre en concurrence différents acteurs. Si vous voulez choisir une solution de dématérialisation, bien, on passe par un cahier des charges que vous pouvez rédiger. Et puis, ensuite, déployer la cible et bien former vos équipes financières à ce nouveau modèle d'organisation et à ces nouveaux processus pour que le déploiement se fasse vraiment dans les meilleures conditions. Écoutez. Merci beaucoup, Madame la Directrice, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci pour vos interventions. Je pense que c'était un sujet important qu'on devait traiter, que nous allons continuer à traiter tout au long de cette migration sur les 2 ans à venir. Donc nous allons faire parvenir également cette présentation à ceux qui sont dans la salle. Il y aura une présentation plus technique par la DGFiP pour l'ensemble de nos adhérents que nous ferons passer également. Voilà, merci beaucoup, passez une excellente journée et à bientôt. Et n'oubliez pas, Assemblée Générale de l'UPE 13 le 5 juin. Voilà.